Je m'appelle Adrien Lefebvre, j'ai 32 ans et je suis musicien à Paris. Ma vie ressemble à une mélodie inachevée, pleine de montées et de descentes, mais jamais vraiment complète. Je viens d'une famille de la banlieue de Lyon, moyenne, rangée, où mes parents, Jean et Claire Lefebvre, ont toujours eu des ambitions immenses pour leur fils. Pour eux, réussir voulait dire avoir un poste stable, un compte bien rempli et une vie sans risque. Pour moi, réussir, c'était tout autre chose. C'était faire de la musique, respirer à travers mes accords, vivre dans mes chansons. Mon ancienne guitare, usée et cabossée, a été mon seul refuge. C'est elle qui recevait mes rêves, mes angoisses, mes espoirs. Tout ce que personne autour de moi ne voulait comprendre. Mes parents ont souvent comparé ma vie à celle de mon frère cadet, Damien, 29 ans. Lui, il est brillant. Un vrai prodige dans la finance à la défense, le genre d'homme qui sait comment parler pour plaire à tout le monde. Mon père lui sourit fièrement, ma mère l'écoute religieusement, et à chaque repas, il est leur fierté vivante. Je n'en veux pas à Damien. C'est un type bien, sincèrement. Mais chaque fois que j'entendais ma mère soupirer, Adrien, pourquoi tu ne peux pas être un peu comme ton frère? J'avais l'impression que mon cœur se serrait à s'en étouffer. La musique, pour eux, n'a jamais été un avenir. Pour moi, c'est une raison d'exister. Ma petite amie, Sophie, a 30 ans. Elle est comptable dans un cabinet à Montparnasse. Ordonnée, posée, terre à terre. Mais elle est ma lumière. Sophie n'a rien d'une rêveuse, et pourtant, elle écoute toujours mes morceaux avec ce petit sourire qui me donne envie d'y croire. Adrien, un jour tu perceras, j'en suis sûr. Et quand elle dit ça, j'y crois aussi. Sophie est celle qui m'empêche de me sentir perdu dans ce monde trop bruyant. Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et malgré les galères, malgré le manque d'argent, elle reste là, sa main dans la mienne. Paris est magnifique, oui, mais c'est aussi une ville qui écrase ceux qui doutent. Je vis dans un petit appartement du 11e arrondissement, à 2 pas de la ligne de métro où passent les trains jusque tard dans la nuit. C'est là que je compose, que le son de ma guitare se mêle au grondement des voitures sur le boulevard. Ma carrière, elle, n'a rien d'un conte de fées. Les petits bars du quartier me paient à peine 50 € la soirée. Les maisons de disques ne répondent même plus à mes mails. Certaines nuits, je reste seul, une bière à la main, me demandant si je cours après un rêve qui n'existe pas. Mais alors, Sophie m'appelle. Sa voix douce traverse le combiné, et soudain, j'ai à nouveau une raison de continuer. Je me souviens d'une soirée particulièrement dure. J'avais joué dans un vieux bar du côté de Belleville. 3 clients à tout casser. Le patron m'a payé 20 €, moins que le ticket de métro aller-retour. Je suis rentré trempé de sueur et de fatigue, mais Sophie m'attendait, un sourire et une boîte de pizza à la main. Tu as été génial, m'a-t-elle dit, même si je savais qu'elle exagérait un peu. On s'est assis sur le canapé, j'ai parlé de mes rêves. Un jour, je jouerai sur une grande scène, devant des milliers de gens. Elle m'a pris la main, ses yeux brillaient. J'y crois, Adrien. Et pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que tout était possible. Mais mes parents, eux, ne changent pas. À chaque repas de famille, mon père me répète « Tu as 32 ans, Adrien. Il est temps de trouver un vrai métier. » Ma mère, plus douce, s'est pourtant frappée plus fort. « Regarde ton frère, il sait penser à l'avenir. » Je garde le silence. Je mâche mon steak en avalant l'amertume. Damien, de l'autre côté de la table, essaie de détourner la conversation, gêné. Il sait très bien ce que je ressens, mais il reste leur héros. Moi, je suis juste. Une parenthèse. À l'approche de Noël, j'ai décidé de présenter Sophie à mes parents. Je voulais leur montrer que j'allais bien, que j'avais trouvé quelqu'un de formidable, une femme qui croyait en moi. Je m'imaginais déjà la scène. Ma mère souriant, mon père hochant la tête, peut-être même un peu de fierté dans leurs yeux. Mais je ne savais pas encore que cette visite allait tout bouleverser. Le soir du réveillon, la maison familiale à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, sentait la dinde rôtie et la tarte aux noix. J'avais le cœur qui battait à tout rompre, tandis que nous montions les marches. Sophie portait une robe bleu clair, ses cheveux attachés, son sourire éclatant. « Ne t'inquiète pas, Adrien, ils vont m'aimer. » J'ai serré sa main, essayant d'y croire. Le dîner a commencé dans une ambiance faussement joyeuse.
Damien racontait ses voyages d'affaires à Genève et ses réunions avec des clients importants. Mon père hochait la tête, fier, et ma mère souriait comme si chaque mot de Damien était une preuve divine de réussite. Sophie posait des questions polies, sincèrement intéressée. Moi, je riais, j'essayais de participer, mais chaque phrase que je prononçais tombait dans le vide. À un moment, ma mère m'a lancé, l'air distrait. Tu joues toujours de la guitare, Adrien? Son ton m'a transpercé, comme si elle me demandait si je collectionnais encore les timbres. J'ai forcé un sourire. Oui, maman, j'essaie toujours. Sous la table, la main de Sophie a trouvé la mienne, un geste discret, mais plein de chaleur. Après le repas, mon père, Damien et moi, nous sommes installés devant la télévision. Sophie et ma mère sont restées dans la cuisine pour ranger. Je pensais que tout allait bien, jusqu'à ce que je passe par hasard près de la porte entr'ouverte. Les voix me sont parvenues, étouffées mais claires. Ma mère disait « Sophie, tu es une fille adorable. » Mais crois-tu vraiment qu'Adrien soit fait pour toi? Il n'a pas d'avenir stable. Damien, lui, sait ce qu'il fait. Il peut t'offrir une vraie vie. Le sang m'a glacé. J'étais figé sur place. Sophie a hésité avant de répondre, la voix tremblante. « Je comprends ce que vous voulez dire. Adrien est passionné, mais parfois, oui, j'ai peur pour lui. » Et ma mère a ajouté, avec ce ton mielleux que je connaissais trop bien, « Damien est différent. Il est sûr, solide. Toi, tu mérites quelqu'un comme lui. Adrien, il s'en sortira. Ne t'en fais pas. » Chaque mot me frappait comme une gifle. J'ai voulu entrer, hurler, leur dire d'arrêter. Mais mes jambes ne bougeaient pas. J'ai reculé doucement, le cœur battant à tout rompre. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une fausse normalité. J'ai ri, j'ai parlé, mais à l'intérieur de moi, tout s'effondrait. Sophie me tenait encore la main, mais j'avais la sensation que quelque chose s'était déjà brisé. Les jours suivants, son comportement a changé. Elle a annulé un rendez-vous, prétextant trop de travail. Puis un autre, parce qu'elle était fatiguée. Elle répondait à mes messages, mais plus tard, plus froidement. Et lorsqu'on se voyait, elle parlait souvent de Damien. Tu savais qu'il venait d'obtenir une promotion? Il est vraiment impressionnant, ton frère. J'essayais de ne rien montrer, de me convaincre que ce n'était rien. Mais un soir, en allant la rejoindre à son café préféré à Saint-Germain-des-Prés, j'ai vu l'inimaginable. Par la vitre, Sophie était là. Face à elle, Damien. Il riait. Elle lui toucha la main. Et lui, il souriait d'un air que je ne lui connaissais pas. Je suis resté dehors, sous le lampadaire, trempé par la bruine parisienne. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Je me suis simplement retourné et j'ai marché, ma guitare sur le dos, chaque pas plus lourd que le précédent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai joué, encore et encore, des accords tristes qui résonnaient comme des adieux. Sophie, celle que j'aimais, vacillait, et ma propre famille l'avait poussée vers mon frère. Je me suis senti plus seul que jamais. Mais au milieu de cette solitude, une flamme s'est allumée. Je me suis juré que plus jamais je ne laisserai personne décider de ma valeur. Quelques semaines plus tard, j'ai pris ma décision. Je quitterai Paris. Je partirai pour Marseille, la ville de la musique, des artistes, des rues pleines de voix et de guitares. Продолжение следует. Следующая часть. Адаптация. Часть 3. Вы сказали, увеличь след части ChatGPT сказал. Адаптация, часть 3. Увеличенная часть. Продолжение французской адаптации без смены пола, с расширением внутреннего монолога и деталей. Je me souviens encore de ce matin gris de février quand j'ai bouclé ma valise. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Quelques vêtements, mon vieux carnet de chansons et bien sûr ma guitare. J'avais à peine 2000 € en poche, mais une détermination brûlante. Je n'ai prévenu personne, pas même Sophie. Je savais qu'elle ne comprendrait pas. Je n'avais pas la force d'affronter ses excuses ou ses silences. Et ma famille? Ils ne s'en souciaient déjà plus. Le train vers Marseille-Saint-Charles a quitté la gare de Lyon-Part-Dieu sous la pluie battante. Par la fenêtre, je regardais défiler les paysages, les toits détrempés, les champs nus de l'hiver. Je ne savais pas si je fuyais ou si je cherchais une renaissance, mais je savais une chose. Je ne pouvais plus rester. Quand je suis arrivé à Marseille,
La chaleur, même en hiver, m'a frappé comme une gifle. L'air sentait le sel, les rues vibraient de rires, de scooters, de voix chantantes. La ville respirait la musique, le jazz des terrasses, les riffs de guitare dans les ruelles du panier, les tambours sur la corniche. Mais la réalité a vite repris le dessus. Je ne connaissais personne. Pas un contact, pas un ami, pas une scène où jouer. J'ai trouvé une chambre dans un immeuble ancien du quartier de Noailles. Minuscule, avec des murs jaunis et une fenêtre qui donnait sur une ruelle bruyante. Le loyer était modeste, mais mes économies fondaient à vue d'œil. Les premiers jours ont été un combat contre la solitude et la peur. Je passais mes après-midi à arpenter les bars, ma démo sous le bras. Je suis musicien, je cherche à jouer, même pour peu. La plupart me répondaient poliment. On vous rappellera. Et ne rappelaient jamais. D'autres riaient presque. Désolé, on a déjà nos habitués. Chaque refus me pesait comme une pierre. Le soir, je rentrais dans ma chambre, le ventre vide, le cœur encore plus creux. Je survivais de baguettes sèches et de café bon marché, essayant de ne pas penser à ce que j'avais perdu. Un soir, alors que j'écoutais la pluie marteler la fenêtre, j'ai allumé mon téléphone. Pas un message de Sophie. Pas un mot de ma mère. Rien. Puis un jour, je suis tombé par hasard sur une publication en ligne. Mariage de Damien Lefebvre et Sophie Martin. Cérémonie à l'hôtel de ville de Lyon. Les photos m'ont transpercé. Sophie, en robe blanche, radieuse. Damien, impeccable, souriant. Et mes parents, tout près d'eux, fiers, heureux. Aucun d'eux ne m'avait invité. Pas un mot. Comme si je n'existais plus. Ce soir-là, j'ai compris que je devais renaître seul. Je n'avais plus de famille, plus d'amour. Rien que ma guitare et ma volonté. Quelques semaines plus tard, une affiche sur une vitrine a attiré mon regard. Studio Harmonie cherche assistant, sans expérience requise. Je suis entré immédiatement. Un vieil homme, au regard vif, m'a accueilli derrière un comptoir couvert de câbles et de micros. « Tu connais la musique, gamin ?» Je lui ai parlé de mes petits concerts à Paris, de mes compositions, de ma vie sur les routes. Il a hoché la tête, impassible. « Commence demain. Ce n'est pas bien payé, mais si tu tiens le coup, tu apprendras. » C'est ainsi que j'ai rencontré Henri Dubois, propriétaire du studio, ancien ingénieur du son à la retraite, bourru, mais au grand cœur. Ce travail a sauvé ma vie. Je nettoyais les planchers, portais des amplis, préparais le café. Mais chaque fois qu'un artiste entrait, mon sang bouillonnait. J'étais à ma place. J'écoutais leurs voix, leurs essais, leurs échecs. Chaque note, même fausse, me rappelait pourquoi j'étais venu à Marseille. Et puis, un après-midi, elle est entrée. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux bruns attachés à la va-vite, des feuilles de partition serrées contre sa poitrine. Elle portait un vieux t-shirt noir taché d'encre, et ses yeux fatigués brillaient d'une flamme familière. « Henri, j'ai besoin du studio tout de suite, c'est urgent. » Puis son regard a croisé le mien. Elle s'est figée. « Adrien, le frère de Damien ?» J'ai cligné des yeux, surpris. « Oui. Vous êtes ?» Elle a souri avec tristesse. « Élodie, Élodie Bernard. » Le souvenir m'a frappé comme une décharge. Élodie, l'ex-petite amie de Damien, celle qu'il avait laissée du jour au lendemain, parce que mes parents la jugeaient pas assez bien. Je me souvenais de ce dîner glacial où ma mère l'avait humiliée avec ses faux sourires et ses remarques acides. Et maintenant, elle était là, debout devant moi, musicienne, productrice, indépendante. Henri a levé la tête. « Adrien, je te présente Élodie, une des meilleures productrices du coin. Ne la contrarie pas. » Nous avons échangé un regard, mi-sceptique, mi-reconnaissant. Deux âmes cabossées qui se reconnaissent sans mot dire. Les jours suivants, j'ai travaillé avec elle. D'abord timidement, puis de plus en plus proche. Elle m'apprenait à écouter. Vraiment écouter. La musique, Adrien, ce n'est pas du bruit. C'est de l'émotion. Si tu ne ressens rien, c'est que tu n'écoutes pas. Ces mots sont restés en moi. Nous partagions la même douleur, le même rejet. Elle aussi avait été rejetée par ma famille, comme moi. Et pourtant, elle tenait debout, fière, talentueuse, libre.
Chaque nuit passée au studio devenait une confession silencieuse. Je lui ai parlé de Paris, de Sophie, de ma fuite. Elle m'a parlé de ses débuts difficiles, des humiliations subies dans le milieu musical, des nuits où elle avait voulu tout abandonner. Et au milieu des câbles, des guitares et des tasses de café, quelque chose a commencé à naître. Une complicité, une amitié, un lien qui allait bien au-delà de la musique. Les semaines ont passé et le studio Harmonie est devenu pour moi une deuxième maison. Chaque jour, j'y arrivais avant l'aube et j'en repartais bien après minuit. Henri, le vieux patron, me lançait souvent « Tu vas finir par dormir ici, fiston !» Et il avait raison. Mais je n'en avais rien à faire. Le simple fait d'être entouré de sons, de voix, d'instruments, suffisait à me tenir debout. Avec Élodie, notre complicité s'est renforcée. Nous travaillions côte à côte, parfois sans parler, chacun concentré sur les détails d'un morceau. Parfois, elle me confiait ses doutes. « Tu sais, Adrien, j'ai peur que tout ça ne mène nulle part. On travaille comme des fous, mais le monde n'écoute que ceux qui ont déjà réussi. » Je lui répondais avec un sourire fatigué. « Alors faisons du bruit jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix d'écouter. » Elle riait, et ce rire valait toutes les victoires du monde. Peu à peu, elle m'a appris à mixer, à repérer les respirations dans une chanson, les émotions dans un grain de voix. Ses gestes étaient précis, passionnés. Quand elle touchait la console, j'avais l'impression qu'elle dirigeait un orchestre invisible. Et moi, je tombais amoureux, doucement, lentement, sans m'en rendre compte. Un soir, après un enregistrement raté avec une jeune chanteuse, Élodie a craqué. Elle a jeté ses partitions au sol, furieuse. J'en ai marre, on se bat pour des gens qui s'en fichent. Je lui ai préparé un café, mis un vieux vinyle de blues sur la platine. On s'est assis sur le sol, épuisé, écoutant la voix rauque d'un chanteur oublié. Puis, elle m'a regardé, ses yeux brillants dans la pénombre. « Tu n'es pas mauvais, Adrien. Tu as juste oublié de croire en toi. » Ces mots m'ont transpercé. Je les ai gardés au fond de moi, comme une lumière dans la nuit. Nous avons commencé à rêver plus grand. Créer notre propre label. Pas pour les riches, ni pour les stars, mais pour les artistes oubliés, ceux qu'on ne regarde jamais. On l'appellera Sous Pression Music, ai-je plaisanté. Elle a ri ? Non, Underdog Music, parce qu'on est tous des outsiders. Et le nom est resté. On s'est lancé sans argent, sans soutien, juste avec la foi et 2 vieux ordinateurs. Henri nous a prêté un coin du studio, à côté de la réserve d'instruments. C'était minuscule, mais c'était à nous. 2 tables bancales, un micro et un rêve immense. Les premiers mois ont été une épreuve. Nous cherchions des talents dans les cafés, dans les rues, sur Internet. Certains acceptaient de venir enregistrer. D'autres disparaissaient avant même la première séance. L'argent manquait, toujours. Élodie a vendu sa vieille voiture, une Clio rouge qui tombait déjà en ruine. Moi, je rejouais le soir dans des bars pour quelques billets, pour pouvoir payer le loyer. Il y a eu des soirs de désespoir. Des journées entières à se battre contre des ordinateurs qui plantaient, des factures qui s'accumulaient, des refus d'investisseurs. Et pourtant, chaque matin, on se retrouvait autour d'un café, un sourire aux lèvres, prêts à recommencer. Notre premier vrai projet fut l'album d'une jeune chanteuse, Maya, une fille de 20 ans à la voix fragile mais bouleversante. Élodie croyait en elle plus que tout. Elle a ce truc que les autres n'ont pas. Elle ne chante pas pour briller, elle chante pour survivre. On a travaillé nuit et jour, enregistrant, mixant, recommençant. Je voyais Élodie s'épuiser, mais elle refusait d'abandonner. Et moi, je ne pouvais pas la laisser tomber. Une nuit, alors que nous étions seuls dans le studio, elle m'a regardé longuement. « Adrien, tu sais, t'es la première personne avec qui je me sens suffisante. » Je suis resté figé, le cœur battant. Et toi, Élodie, tu es la seule qui me donne envie de continuer à respirer. Nos lèvres se sont trouvées, lentement. Ce baiser n'avait rien d'un début de romance légère. C'était une promesse, celle de 2 âmes qui avaient reconnu la chute, mais qui choisissaient de se relever ensemble. Les mois ont passé, et notre amour s'est mêlé à notre travail sans jamais le parasiter. Nous étions partenaires, amis, amants,
collègues. Le jour, nous construisions des chansons. La nuit, nous rêvions d'un monde où les artistes n'auraient plus peur d'être sincères. Petit à petit, Underdog Music a pris forme. Maya a sorti son premier single, Ailes brisées, et contre toute attente, la chanson a touché le cœur des gens. Une petite radio locale a commencé à la diffuser, puis d'autres. En quelques semaines, Ailes brisées a explosé sur les plateformes de streaming. Le téléphone du studio n'arrêtait plus de sonner. Les mails arrivaient par dizaines. Des jeunes talents voulaient nous rencontrer. Des musiciens de rue cherchaient à enregistrer avec nous. Nous n'étions plus invisibles. La presse a commencé à parler de nous comme d'un souffle nouveau dans la scène indépendante. Henri nous regardait avec fierté, ses yeux brillants d'émotion. Vous voyez, les gamins, quand on y croit assez fort, le monde finit par écouter. Je ne l'oublierai jamais. Mais malgré cette ascension, nous restions prudents. Nos finances étaient toujours fragiles, nos nuits toujours trop courtes. Mais nous étions heureux, vraiment heureux. Chaque matin, je me réveillais à côté d'Élodie, dans notre petit appartement du cours Julien, avec le parfum du café et les rayons du soleil sur son visage. Elle fredonnait toujours un vieux blues pendant que je grattais ma guitare. Et je me disais, c'est ça, ma vie. Peut-être pas parfaite, mais vraie. 1 an plus tard, Underdog Music avait grandi. Nous avions quitté le coin étroit du studio d'Henri pour emménager dans notre propre local, rue Sainte-Catherine à Marseille. C'était un ancien atelier de peinture reconverti. Murs blancs, affiches d'artistes, guitares suspendues, une odeur de café et de vinyle. Dans un coin, j'avais posé ma vieille guitare, celle qui m'avait accompagné depuis Paris, comme un symbole de tout ce qu'on avait traversé. Le jour où un grand magazine musical a publié un article intitulé « Underdog Music, le souffle humain de la nouvelle scène française », je suis resté figé devant la page. Il nous avait interviewés, Élodie et moi. Elle avait répondu avec son franc-parler habituel. On ne fait que ce qu'on aime, avec des gens en qui on croit. Sous la table, elle m'avait serré la main. J'avais souri, mais au fond de moi, je savais. Notre succès n'était pas né de la chance. Il était bâti sur les blessures, sur les refus, sur toutes ces nuits de solitude à Marseille, où je m'étais senti oublié de tous. Le temps a passé, et Underdog Music a pris de l'ampleur. On a ouvert un petit bureau à Toulouse, puis un autre à Paris. Certains de nos artistes ont vu leur titre grimper dans les classements indépendants. Un de nos morceaux a même été nominé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année. Le soir de l'annonce, Élodie et moi étions dans notre appartement, en pyjama, une bouteille de vin ouverte. Quand le nom de notre artiste a résonné à la télévision, nous avons hurlé, ri, pleuré à la fois. « On l'a fait, Adrien, on l'a fait !» Elle sautait dans mes bras, les yeux pleins d'étoiles. Je l'ai embrassée, longuement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que toutes mes blessures avaient enfin un sens. Mais le passé, lui, n'était pas tout à fait mort. Je pensais parfois à Sophie, à Damien, à mes parents. Non plus avec colère, mais avec une étrange distance. Ils vivaient encore à Lyon, heureux, du moins en apparence. Je ne consultais plus leurs publications, mais au fond, une petite voix murmurait « J'aimerais qu'ils voient ce que je suis devenu ». Un soir, Élodie m'a observé longuement pendant que je corrigeais un mixage. « Tu penses encore à eux, hein ?» J'ai haussé les épaules. « Peut-être. Pas pour me venger, pour fermer le cercle. » Elle a posé sa main sur la mienne. « Alors ferme-le. On organise un grand concert à Marseille. Invite-les. » Son idée m'a d'abord glacé. Revoir ma famille ? Revoir Damien et Sophie ? Mais elle avait raison. Je ne pouvais pas avancer tant que je fuyais le passé. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé une lettre, simple. « Chers parents, Underdog Music organise un grand événement au Théâtre du Pharaon à Marseille. J'aimerais que vous veniez. Damien et Sophie aussi. Adrien. » Je n'attendais aucune réponse. Mais une semaine après, le téléphone a sonné. C'était ma mère. « Adrien, nous serons là. » Sa voix tremblait. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas la douleur, mais une sorte de vertige. Le soir du concert est arrivé. Le théâtre du Pharaon brillait de 1000 lumières sur la mer. Des journalistes, des musiciens, des sponsors.
des centaines de personnes. Élodie portait une robe noire simple, les cheveux détachés. Moi, une chemise blanche, les mains moites. En coulisses, elle m'a pris la main. On y est. La musique a commencé. Maya a ouvert le concert avec Else brisée, sa voix emplissant la salle d'une émotion brute. Puis d'autres artistes ont suivi, chacun avec son histoire, son combat, ses cicatrices. Et au milieu du public, je les ai vus. Mes parents, Damien et Sophie. Ils étaient assis au deuxième rang, élégants, mais leur visage trahissait une gêne. Mon père évitait mon regard. Ma mère souriait timidement. Damien semblait fatigué. Sophie. Elle portait une robe rouge, belle comme toujours, mais son sourire était figé. Je me suis concentré pour ne pas vaciller. Quand la dernière chanson s'est terminée, Élodie et moi sommes montés sur scène. Le public nous a acclamés. J'ai pris le micro. Underdog Music, ce n'est pas seulement un label. C'est un refuge. Un endroit pour ceux qu'on a jugés, rejetés, oubliés. Nous sommes la preuve qu'avec de la foi et du cœur, tout est possible. La salle a éclaté en applaudissements. Mais mes yeux étaient fixés sur ma famille. Et j'ai senti que le garçon blessé que j'étais autrefois venait enfin de guérir. Après le concert, ils sont venus me voir. Ma mère la première. « Adrien, tu as fait quelque chose de grand. Je suis fier de toi. » Mon père a hoché la tête sans un mot. Damien s'est approché, m'a tendu la main. « Félicitations, frère. » Son ton manquait de conviction. Sophie, derrière lui, me regardait avec des yeux emplis d'une tristesse calme. « Je suis désolé, Adrien, j'avais tort. » Je lui ai répondu simplement « Je te pardonne, mais je n'ai plus besoin de toi. » Elle a baissé la tête, et à cet instant, j'ai compris que la page était tournée pour de bon. Après cette soirée, quelque chose a changé. Pas seulement dans ma carrière, mais dans ma poitrine, là où pendant des années j'avais porté une blessure ouverte. Je n'étais plus le fils déçu, ni le frère dans l'ombre, ni l'amant abandonné. J'étais Adrien Lefebvre, un homme qui avait reconstruit sa vie à la main, corde après corde, note après note. Les jours suivants, les journaux parlaient du concert comme d'un moment fort de la scène indépendante marseillaise. Les photos montraient Élodie et moi sous les projecteurs, souriants, les mains serrées. Mais pour moi, la véritable victoire, ce n'était pas la reconnaissance publique. C'était le silence intérieur, enfin apaisé. Pourtant, la vie, fidèle à elle-même, n'a pas tardé à tester ma sérénité. Un matin, alors que nous étions en studio, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher. C'était ma mère. Sa voix tremblait, plus fragile que je ne l'avais jamais entendue. « Adrien, c'est ton frère. Il a des ennuis. Son entreprise est au bord de la faillite. Il est perdu. Tu pourrais l'aider ?» J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, j'ai revu Damien, celui que tout le monde admirait, celui pour qui j'étais invisible. Et Sophie à ses côtés, rayonnante autrefois, brisée maintenant. Je suis resté silencieux un long moment. Puis j'ai dit calmement « Maman, j'ai passé ma vie à essayer d'aider ceux qui ne voyaient pas ma valeur. Cette fois, il faut qu'ils se relèvent seuls. » Elle a murmuré « Tu as changé, Adrien. » J'ai répondu avec un léger sourire « Non, maman, j'ai juste appris à m'aimer. » Et j'ai raccroché. Élodie, qui avait tout entendu, m'a regardé avec douceur. « Tu as bien fait. On ne peut pas sauver ceux qui refusent de nager. » Je lui ai pris la main. « Toi, tu m'as appris à flotter. » Elle a souri, et j'ai su que je n'avais besoin de rien d'autre. Les mois ont passé. Nous avons emménagé dans un grand appartement à Marseille, avec un balcon qui donnait sur la mer. Le soir, le vent salé entrait par la fenêtre ouverte. Je prenais ma guitare. Élodie chantait doucement à côté. Nos chansons parlèrent de renaissance, d'amour, de pardon. Underdog Music prospérait. Nous avions maintenant une petite équipe, des artistes fidèles, un public grandissant. Mais plus encore, nous avions bâti un foyer, pas de murs, mais de confiance et de rêves partagés. Je ne pensais presque plus à Lyon. Un jour, pourtant, j'ai vu passer une publication en ligne. Une photo de mes parents en vacances à Annecy, souriants, mais leur regard paraissait vide. Pas de Damien, pas de Sophie.
Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni vengeance, ni regret. Juste paix. Une nuit, sur notre balcon, Élodie a posé sa tête sur mon épaule. Le ciel de Marseille était constellé d'étoiles, et au loin, on entendait un musicien de rue jouer du saxophone. Tu imagines, Adrien, si on t'avait dit, il y a 5 ans, que tu vivrais tout ça? J'ai ri doucement. J'aurais dit que c'était un rêve. Et maintenant? Maintenant, je sais que les rêves deviennent réels quand on arrête d'attendre l'approbation des autres. Elle a levé les yeux vers moi, un sourire tendre sur les lèvres. Alors, à notre rêve. Nous avons trinqué, nos verres de vin rouge scintillant sous la lune. Et dans ce moment suspendu, j'ai compris, je n'avais plus besoin d'être validé, ni pardonné, ni applaudi. J'étais libre. Aujourd'hui encore, je compose. Je me réveille chaque matin avant le soleil. J'accorde ma guitare, je gratte les cordes, et la ville s'éveille lentement autour de moi. Parfois, je pense à ce gamin de 32 ans qui, un jour de pluie, a quitté Paris le cœur brisé. Je lui dirais, tiens bon, un jour, tu comprendras que la douleur n'est pas la fin. C'est le début d'une chanson. Et cette chanson, je la joue encore, chaque soir sur notre balcon. Elle n'est pas parfaite, non, mais elle m'appartient. Et tant que j'aurai la force de respirer, je la jouerai jusqu'à la dernière note.